Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo des Mémoires d'Adrien. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un livre avec une saison dans le titre. Voilà, ça fait partie de mes 20 travaux, les 20 travaux d'Adrien qu'on a lancés en cette année 2025. 20 travaux dans lesquels, comme je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises sur cette chaîne, je suis extrêmement en retard, mais bon, peu importe, on verra bien jusqu'où nous mènera cette belle aventure des 20 travaux. Je crois que j'en suis au, je sais même pas c'est le combienième celui-ci de la saison. Je crois que c'est le quatrième ou le cinquième. Et on a quasiment fini la moitié de l'année. Donc vous voyez à quel point je suis très en retard. Mais bon, ce n'est pas grave. Le prochain, ça sera de lire un livre conseillé par le BookTok. Et je l'ai choisi, hein, comme vous le savez. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un immense chef-d'œuvre. Ça a été un véritable coup de cœur que la lecture de Shakespeare, Le songe d'une nuit d'été. Voilà. Donc il y a l'été, on est en pleine saison estivale, donc ça tombait bien. Je trouvais de choisir ce titre. Et j'ai été émerveillé. Vraiment, je m'attendais pas à aimer autant. Alors Shakespeare, j'ai un rapport un peu particulier avec lui parce que je n'ai pas du tout lu toute son œuvre, très très loin de là même. J'ai déjà lu Macbeth, je crois, Othello. Je sais que mon épouse m'a dit qu'elle avait adoré La Tempête, par exemple, de Shakespeare, qui fait partie vraiment des pièces qu'elle aime beaucoup. Mais pour le coup, bah, moi, Le songe d'une nuit d'été, je ne savais pas du tout à quoi m'attendre et je l'ai pris parce qu'il y avait le mot été, parce que je me suis dit que ce sera une occasion de lire Shakespeare. À la suite de ma lecture, j'ai regardé une adaptation par la BBC, donc en anglais, avec sous-titres que j'ai trouvé en DVD dans les années 70. À chaque fois, j'oublie la date, mais elle est exceptionnelle. Je vous la conseille si un jour vous la trouvez. Et j'ai adoré. Voilà, ça a été vraiment euh, une apparition. Ça a été une révélation, la lecture de cette pièce. Elle fait de suite partie à présent de mes lectures préférées en théâtre de tous les temps. Alors vous le savez que moi je place Cyrano au panthéon de mes pièces de théâtre préférées et continue de l'être pour plein de raisons. Mais franchement, je pense que Le songe d'une nuit d'été doit arriver vraiment juste après. Enfin, je fais pas de classement comme ça, là j'ai pas de classement en tête, mais franchement ça a été c'est une excellente pièce et je vais essayer de vous dire dans cette vidéo, pas de vous en faire comme souvent je vous le dis, pas de vous en faire une analyse qui doit exister, qui doit être disponible. C'est pas mon objectif parce que c'est pas ça l'état d'esprit de cette chaîne. C'est vous livrer avec l'émotion, avec authenticité, ce que j'ai pu ressentir et les clés de lecture que j'ai pu trouver dans la lecture de cette pièce. Et vraiment, je m'y attendais pas. Je m'attendais pas à recevoir un tel choc et ça me donne envie de lire La Tempête, pour le coup, parce qu'il y a aussi un côté un peu mystique, un côté un peu magique dans La Tempête que j'ai beaucoup aimé ici. Mais ben voilà, il y a plein d'autres textes encore que j'ai envie de lire de Shakespeare maintenant. J'ai envie voilà, de l'explorer davantage, mais je pense que le prochain que je vais lire, ça sera La Tempête de William Shakespeare. Voilà, on le dit un peu avec l'accent, ça fait toujours un peu classe. Donc de quoi ça parle On a au début de la pièce Thésée, qui est le duc d'Athènes, et Hippolyta qui arrivent et qui vont se marier, qui disent bon, enfin, on va enfin pouvoir se marier. En attendant que les noces se fassent, il ordonne à Philontrate, qui est le maître des réjouissances, il lui dit va amuser, va divertir la jeunesse d'Athènes pendant que nous, on est en train de célébrer et de préparer le mariage. Et cette phrase, qui peut sembler anodine comme ça au début de la pièce, va en fait trouver tout son sens dans toute la pièce parce que ça va être un vrai divertissement et pendant cette nuit il va se passer plein de choses. Je vous explique. À la suite de ça, on a des personnages qui entrent, dont Égée, qui est un père comme ça, un père tout à fait exemplaire d'Athènes. Il arrive sur scène et il arrive sur scène avec sa fille Hermia et deux jeunes hommes qui sont Lysandre et Démétrius. Et en fait, Hermia, elle est amoureuse de Lysandre. Le problème, c'est que le père veut plutôt la marier à Démétrius, qu'il considère être beaucoup plus respectable, avoir un bien meilleur avenir, avoir plus d'argent, bon, bref, il veut la faire épouser Démétrius. Mais Démétrius, il a envie également, donc il aime Hermia également. Donc il y a ces deux personnages masculins, Démétrius et Lysandre, qui aiment Hermia, mais elle a envie d'épouser Lysandre, dont elle est tombée amoureuse, et Lysandre aime également Hermia. Bon, véritable problème. Égée dit à Thésée, écoutez, j'aimerais bien faire valoir mon droit de vie ou de mort sur ma fille, c'était un droit selon les règles d'Athènes. Euh, Thésée lui dit d'accord,
il essaye de raisonner la fille, qui n'est pas du tout facile à raisonner. Il lui dit, bon écoutez, on te laisse jusqu'à demain, donc tu as la nuit pour y réfléchir, donc on te laisse jusqu'à demain pour réfléchir à ton choix, est-ce que oui ou non tu vas obéir à ton père, sinon tu risques la mort, parce qu'il a droit de vie ou de mort sur toi, qu'il a fait valoir. On a à la fois Thésée qui demande à Philostrate de divertir la jeunesse athénienne, et on a ce choix terrible, tragique, pour Hermia, qui doit choisir entre l'amour pour Lysandre et la raison d'obéir à son père. Donc vous voyez, au-delà de tout ça, on a en même temps cette volonté de divertir, à la fois un choix tragique, et tous les éléments pour une tragédie. Et de ces éléments pour une tragédie, il va y avoir un côté poétique, un côté magique, un côté burlesque qui va se mettre en place. On ne sait pas du tout à ce moment-là à quoi s'attendre. Et c'est vrai que moi j'étais vraiment ravi de ne pas connaître du tout le résumé. Et voilà, pour le coup, vous allez le connaître un peu. Donc à partir de là, si vous voulez découvrir et avoir la même impression de magie et de beauté que moi j'ai pu l'avoir lorsque j'ai lu cette pièce, vous pouvez arrêter là la vidéo et aller découvrir cette pièce et revenir à la suite. À partir de là, il va y avoir tout un jeu qui va se faire. Thésée, Égée et même la reine, là, comment s'appelle-t-elle déjà, Hippolyta, vont plus ou moins disparaître de la scène avant de revenir plus tard dans la pièce, mais pendant une longue pièce, pendant toute la nuit finalement, ils vont pas être là, et il va y avoir un jeu entre ces jeunes d'Athènes, donc Hermia, Lysandre, Démétrius, et une autre jeune qui s'appelle Helena, qui elle est amoureuse de Démétrius. Démétrius avait beaucoup d'affection pour elle, jusqu'à ce que, hélas, il tombe complètement fou amoureux de Hermia. Et donc, Lysandre et Hermia vont fomenter comme projet de quitter Athènes, de se rejoindre dans la forêt à l'extérieur de la ville, et de fuir et de partir dans un autre endroit où le droit n'est pas le même, où il n'aura plus le droit de vie ou de mort sur sa fille, le fameux Égée, et donc ils pourront s'épouser entre eux et choisir la voie de l'amour et de choisir. Elle accepte, donc ils se rejoignent dans la forêt. Dans la forêt, Démétrius va être suivi par Helena. Helena qui va lui dire, par un peu jalousie, Helena vis-à-vis d'Hermia, va dire à Démétrius, tu sais qu'ils ont l'intention de s'échapper. Donc Démétrius, fou de colère et qui insulte, il est vraiment très sévère et méchant avec Hermia, il lui dit, c'est bon, arrête, laisse-moi tranquille, moi je ne t'aime pas, moi c'est Hermia que j'ai envie, donc laisse-moi tranquille. Donc ils y vont et ils sont finalement les 4 dans la forêt, Helena, Hermia et Lysandre pour s'échapper, Démétrius parce qu'il veut aller chercher Hermia, et Helena qui suit Démétrius, vous voyez. Et il y a un côté déjà un peu burlesque à ce moment-là, lorsqu'il y a cette petite course-poursuite entre les 4. Va s'entrecouper à ça, et c'est là que ça devient absolument génial. Et c'est pour ça que j'ai trouvé ça extraordinaire comme pièce. Va s'ajouter à cela le monde des fées. Parce que Oberon, Titania, qui sont le roi et la reine des fées, vont se disputer. Et donc on va se rendre compte que dans la forêt, il y a tout un monde qui vit. D'où le songe d'une nuit d'été. Le songe, ça va être à la fois le songe de ces jeunes Athéniens qu'on a vus, mais également le songe de l'effet, la présence des fées, le songe lié également à la présence des fées. Et donc ce roi et cette reine qui se disputent à propos d'un page qu'a voulu cette reine, mais que le roi veut aussi, enfin bref, ils se disputent, et donc il va essayer de mettre un petit peu le désordre à l'intérieur de ça. Comment va-t-il faire? Il va punir en quelque sorte sa reine, Titania, en demandant à quelqu'un qui est à son service, une fée, un esprit, je ne sais pas trop comment le qualifier, il s'appelle Puck. Il va lui demander d'aller chercher une sorte de plante qu'on met sur l'œil de la personne. Lorsque la personne se réveille, elle tombe folle amoureuse de l'homme ou de la femme qu'il a en face d'elle. La première personne qu'il voit, il en tombe fou amoureux. Ce qui fait penser, vous vous en souvenez, à ce que je vous disais par rapport au filtre d'amour, et qui en même temps c'est une belle métaphore de l'amour contre lequel parfois on ne peut rien, et l'amour qui parfois est un peu forcé. Et là on a cette belle métaphore qui est là également. Que voulais-je dire à propos de ça? C'est-à-dire que il va tendre un piège à sa femme en lui mettant cette feuille. Et qui va-t-elle voir en se réveillant? Je vais vous le dire plus tard. Et en même temps, il va traîner, il va vagabonder, et il va assister à la scène de Démétrius qui repousse Helena, qui est violent, qui est méchant avec elle. Il va le trouver profondément injuste, donc il va demander à Puck, tu vas rencontrer un jeune Athénien, tu vas lui mettre la plante également, la feuille, sur son œil, et il va tomber fou amoureux comme ça de la première Athénienne qu'il va voir. Et dans l'esprit d'Oberon, de ce roi des fées, Démétrius va tomber amoureux d'Helena et tout va rentrer dans l'ordre. Les deux autres sont amoureux, Démétrius et Helena également, deux couples qui vont finalement s'aimer, donc tout va bien. Le problème, c'est que Puck va se tromper de personnage, et c'est là que ça devient génial. Puck va se tromper de personnage, et il va croire que l'Athénien dont parlait son maître, c'est Lysandre. Et donc Lysandre qui est avec Hermia, les deux vont s'endormir paisiblement non loin de l'autre dans la forêt parce qu'ils sont fatigués. Il va lui mettre la feuille sur
l'œil de Lysandre, et lorsque Lysandre va se réveiller, il était un peu éloigné d'Hermia. Ce n'est pas Hermia qui va voir, mais Helena. Vous comprenez? Et Helena, elle qui n'aime pas Lysandre, elle aime Démétrius. Et Lysandre va devenir fou amoureux d'Helena, et là on va avoir des scènes absolument grotesques, burlesques, comiques, parce que Lysandre va lui faire la cour, mais de manière grotesque, forcée, mais presque trop exagérée. Il va lui dire des mots d'amour, des mots doux. Et elle est gênée. Elle dit, mais enfin, qu'est-ce qui se passe? Vous vous moquez de moi? Vous êtes avec Hermia. Elle va être très mal à l'aise. Et lui dit, non, je vous aime de l'amour fou, c'est vous, Helena, que j'aime, etc. Et donc là, la situation devient un peu grotesque. Et Hermia, qui se réveille ensuite, qui voit qu'il n'y a plus personne à côté d'elle, se dit, mais enfin, il est passé où, mon Lysandre? Mais où est-il? Qu'est-ce qui se passe? Et après, Puck va essayer d'arranger les choses. Il va pas du tout arranger les choses parce que ça va être encore pire. Donc Démétrius, il va lui mettre la feuille également sur lui, qui va devenir du coup fou amoureux de Helena également. Donc les deux vont être fous amoureux d'Helena, ils vont vouloir se disputer pour elle. Hermia ne comprend plus. Bref, il y a des quiproquos en pagaille. C'est très drôle. Là, c'est quelque chose que je ne vous ai pas dit depuis tout à l'heure, c'est que c'est extrêmement drôle. Il y a beaucoup de scènes très drôles. Je pense par exemple au tout début, quand il y a le père Égée qui est en train de dire, bah voilà, moi je préfère plutôt Démétrius que Lysandre. Démétrius qui dit à Lysandre, écoute, tu dois un peu t'effacer parce que tu vois bien qu'il me préfère, donc laisse tomber, c'est moi qui préfère. Et Lysandre qui répond à Démétrius, bah écoute, vu que t'as la faveur du père, épouse-le lui. Et moi j'épouse Hermia, tout le monde est content. C'est extrêmement drôle, vous vous rendez compte quand même là. L'audace, l'incroyable force de cette phrase, il y a 4 siècles, plus peut-être, je trouve ça génial. À côté de ça, et c'est vraiment, on a plein de personnages, mais rassurez-vous, on arrive facilement à s'y retrouver quand même lorsqu'on lit la pièce. On a des acteurs qui s'entraînent, des acteurs d'ailleurs d'une plus basse extraction, qui s'entraînent pour jouer une pièce de théâtre pour célébrer le mariage de Thésée et de sa future épouse. Et donc ils sont là, et c'est très drôle aussi, parce qu'ils jouent un peu avec les codes du théâtre. Donc il y a souvent chez Shakespeare cette mise en abîme du théâtre dans le théâtre. Là, on l'a énormément, et il joue avec les codes du théâtre, il se moque un petit peu parfois de certaines traditions, et c'est absolument drôle, c'est absolument génial. Et donc, pour qui est passionné de théâtre, de voir à la fois une pièce de théâtre et une pièce de théâtre dans la pièce de théâtre, j'avais trouvé ça absolument génial. Et ce qui est fort, c'est que lorsque il s'appelle Bottom par exemple, celui qui dirige un peu cette troupe, Bottom et ses amis de la troupe de théâtre s'expriment, eux ils s'expriment en prose, alors que les autres, qui font partie de familles un peu plus nobles, plus élevées, eux s'expriment en vers. Et il y a à la fois ce langage un peu vulgaire des acteurs de théâtre, et à la fois ce langage très châtié, très beau, très lyrique, à la fois des Athéniens et puis des fées. Et donc on a tous ces personnages qui se retrouvent dans la forêt, les acteurs de théâtre qui s'entraînent, Bottom qui lui va être transformé par Puck, je vous dis pas comment, il va se retrouver mêlé à la lutte entre le roi des fées et la reine des fées, il va être emporté par eux, les acteurs qui vont se demander où est passé Bottom, les Athéniens qui se disputent parce que Hermia ne comprend plus pourquoi Lysandre n'est plus amoureux d'elle, il est fou amoureux d'Helena, Démétrius est de nouveau fou amoureux d'Helena aussi, et Hermia elle est complètement abandonnée alors que jusqu'alors elle était la proie, elle était la cible des deux jeunes hommes. Tout ça crée un songe, une impression, je sais pas, une sorte d'alliage magique. On est vraiment emporté là-dedans, on assiste à tout ça, et je trouve ça génial. Après, il y a plein d'images. Au-delà du divertissement, évidemment, il y a cette volonté de lutter, cette volonté parfois de remettre en cause certaines traditions familiales par ces jeunes hommes. La volonté également de montrer comment l'amour peut parfois être trompeur, peut parfois être superficiel. Je pense que Shakespeare a voulu montrer ça également. Et puis, cette impression de songe, cette impression de vouloir créer un monde magique au milieu de la forêt, de montrer cette forêt comme étant un monde qui peut receler toutes les magies de la terre, et puis comment la nuit peut être si différente du jour, parce que à la fin de la pièce, tout le dernier acte, tout le monde se réveille, et là vous allez voir, les choses vont complètement changer. Et au moment où, par exemple, sans trop vous révéler, mais au moment où la pièce va être jouée par les acteurs, là aussi, il va y avoir des choses extraordinaires, c'est-à-dire que les spectateurs vont réagir pendant la pièce. J'ai adoré ça. Les spectateurs réagissent pendant la pièce, en disant, mais enfin, pourquoi il fait ça, pourquoi il dit ça, pourquoi c'est lui qui fait ça et tout. Et les acteurs de la pièce réagissent aux commentaires des spectateurs, c'est-à-dire des Athéniens, du roi, etc. Et donc, il va y avoir parfois un jeu de questions-réponses tout en continuant la pièce. C'est extraordinaire, j'ai adoré. La lecture est formidable. L'adaptation que j'ai vue encore par la BBC était extraordinaire. Enfin bref, voilà. J'ai adoré, j'ai passé un excellent moment. On se sent emporté, sans forcément y voir de choses trop profondes, sans forcément vouloir y voir forcément des thématiques qui vont exister. Il va y avoir des analyses là-dessus, mais moi j'ai adoré être bercé. Comme si j'étais dans un bateau magique, que je me baladais comme dans un spectacle, et j'assistais à tout ça et j'étais émerveillé. Et regardez par exemple une citation
d'Auberon derrière, qu'il y a derrière dans la quatrième de couverture, et qui montre un peu la qualité également stylistique de la traduction. Alors moi j'ai cette version qui est en bilingue, français-anglais, donc c'était vraiment pratique, j'ai lu un peu des deux. Oberon, c'est Oberon qui parle le roi des fées. J'ai pu voir la flèche enflammée du jeune Cupidon s'éteindre dans les chastes rayons de la lune humide. Et l'impériale prêtresse continua, dans sa méditation virginale, libre de tout désir. Pourtant j'ai remarqué où est tombé le trait de Cupidon. Il est tombé sur une petite fleur d'Occident, auparavant d'un blanc de lait, désormais empourpré par la blessure de l'amour. Et les vierges l'appellent pensée d'amour. Va me chercher cette fleur. Je t'en ai montré une fois la plante. Son suc déposé sur des paupières endormies rendra tout homme ou toute femme follement idolâtre de la première créature vivante qu'il verra. Donc c'est l'acte 2, scène 1. Voilà, il explique à Puck, donc son serviteur, que cette fleur peut permettre de rendre amoureux ou amoureuse toute personne qui va lui être déposée dessus et qu'ensuite il va voir la première personne qu'il va voir, il va en tomber fou amoureux. Voilà, j'ai adoré cette pièce, c'était beau, c'était drôle, c'était magique. C'est incroyable de se dire, ça a été écrit il y a plusieurs siècles, à la fois il y a de l'humour et des touches humoristiques d'une modernité folle. Voilà un vrai classique, voilà un vrai chef-d'œuvre. Voilà pourquoi j'ai adoré Le Songe d'une nuit d'été de William Shakespeare. Je ne regrette pas du tout mon choix. J'espère vous avoir donné un peu envie de le lire. Si vous ne l'avez déjà fait, peut-être vous avoir donné envie de la relire. Franchement, moi je le referai. Je la relirai parce que c'est des choses. Et en plus, ce genre de pièce que, à chaque relecture, je pense qu'on la découvre différemment, on voit un angle différent. Ce genre de pièce qu'on aime relire. Voilà. Prenez soin de vous, lisez des livres, lisez Shakespeare, songez une nuit d'été à quel point la littérature peut être forte et belle. Au revoir.